il n'y aurait pas d'harmonie déterminable par l'accord si l'on ne passait par le nouveau régime de voix. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords auparavant. Il y a eu une notion d'accord, mais une fois qu'elle n'a pas, c'est un accord vertical qui traversait l'ensemble des voix, alors que là, ça n'est plus du tout ce qui régissait l'ensemble des voix. Donc là, on passe dans un phénomène, il y avait ces petits textes qu'on retrouve de la Camerata de Florence, de Monteverdi, des auteurs comme ça de cette époque-là, qui s'appuyaient énormément sur le savoir-faire des chanteurs, c'est-à-dire que c'est les chanteurs qui ont amorcé cette façon de faire et qui ont inventé avec les compositeurs, c'est-à-dire il y avait une rencontre continuelle, constante, c'est-à-dire un travail très serré entre des poètes, des poètes plutôt lyriques comme Pétrarque, Le Tasse, je sais plus, enfin ils sont plusieurs, Rinuccini, des chanteurs et des compositeurs. Entrer déjà en lutte ou entrer déjà en conflit, deux directions possibles qu'on appelle ordinairement, de manière très très vulgaire, l'horizontal et le vertical. La mélodie étant par nature horizontale, étant dite horizontale, et l'harmonie avec les accords entre sons, impliquant un contrôle vertical traversant plusieurs lignes horizontales. Et puis, je saute à un tout autre aspect. Ça, c'est une chose. Il y a mon cheminement horizontal de la musique mélodique, ma construction verticale des accords. Ça, éventuellement, l'harmonie ne se définira par accord que lorsque la ligne verticale acquérera, sous des raisons quelconques, une espèce d'autonomie. Vous voyez qu'ensuite, l'histoire de la musique, enfin, telle que je vous appelle, c'est pas l'histoire de la musique, posera le vrai problème, c'est que de tout temps en musique, c'était toujours les diagonales qui existaient, comme en peinture, comme partout. Donc, que tout ça était abstrait. Donc, il y avait un grand problème musical général, mettant en jeu le concept, à savoir mélodie horizontale, harmonie verticale, et leur combinaison diagonale. Et puis, il y avait un tout autre problème. C'est que la musique, ça a toujours été un agencement, une machinerie. Et que faire de la musique, c'est machiner des voix et des instruments. Des voix entre elles et des instruments entre eux, et des voix avec des instruments et des instruments avec des voix. Et que la machination instrument-voix, l'agencement voix-instrument a toujours eu des variations très très importantes. Et que, alors là, je reprends le premier thème de Pascal. Oui, dans le contrepoint, voix et instruments sont comme strictement, ce qui représente déjà des choses de génie. Vous comprenez, c'est pas du négatif. Sont d'une certaine manière interchangeables. Interchangeables, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je parle très vite, vous me corrigerez. Vous qui savez, là, je vois déjà que t'as l'œil sévère, alors ça m'inquiète un peu. Supposons. Et puis, avec la musique, avec le début de la musique baroque,
Au contraire, là, alors je reprends ce que je reprends pas, plutôt je renvoie à ce que Pascal vient de dire. Il y a des différences de nature très fortes qui apparaissent, mais entre les voix, d'où l'importance de la basse continue, là, toute cette histoire de la basse et de l'aigu, mais aussi, il va y avoir de nouveaux rapports voix-instrument qui va engendrer alors un type de machination entre les voix et instruments tout à fait différents. Si bien que, voilà juste ma remarque, est-ce que plutôt que faire dépendre harmonie-accord de l'histoire des voix, on ne pourrait pas considérer que c'est comme deux faces? J'ai quelque chose à dire. Oui. Qui sont importants. Bon, une fois dit que tout ce qu'a dit Pascal est absolument correct, il me semble qu'il y a, c'est correct et important, il y a une espèce de renversement qu'il faudrait établir, à savoir que la modification est interne à la machine musicale et va secondairement, enfin, c'est pas que ce soit moins important, c'est tout aussi important, mais va secondairement arriver au niveau des voix. C'est-à-dire que c'est après coup que les voix vont être transformées. Qu'est-ce qui se passe avec le passage de la musique, je sais pas, de musique classique à l'époque et le passage au baroque, ce qui est un acte révolutionnaire et qui est marqué par des étapes très très tranchées. J'essaye de les nommer, c'est principalement Monteverdi, Buxtehude et Bach. Une fois dit qu'on va assister à quelque chose qui va être de la musique des sphères qui arrive, c'est-à-dire une musique qui est vraiment celle de l'harmonie préétablie, de l'harmonie universelle, et revendiquée comme telle par les musiciens. Ce qui fait qu'on a, ça c'est encore une parenthèse dans la parenthèse, on a un développement parallèle et continu de la musique au niveau de ce qui est de l'harmonie et de la philosophie au niveau de ce qui est de l'harmonie préétablie chez Leibniz. Alors qu'est-ce qui se passe avec la musique baroque? Une fois dit que ça va renvoyer à un développement des voix, mais en après-coup, on a d'abord l'établissement de consonances de base qui viennent effectivement remplacer les contrepoints mélodiques habituels. On a une dominante flottante au niveau de la tonalité, c'est-à-dire on a l'instauration d'une tonalité qui va passer d'une dominante flottante à une dominante fixe. On va avoir une espèce de modulation et une variation continue du tempo, comme l'a dit Pascal. Et on va avoir un terme très important en musique, parce qu'on l'a vu la dernière fois avec Rameau, et puis je pense que c'est un terme qui a des résonances philosophiques extrêmement précises. On va avoir une inflexion majorisée. Ça, c'est en gros des points techniques qui viennent marquer la machine sonore elle-même. Or, le point le plus important au niveau de ce changement, qui est pratiquement une révolution au niveau musical, qui est entamé pleinement à partir de Monteverdi, et qui va bien sûr se répercuter au niveau du traitement des voix, mais qui est fondamentalement un changement dans la machine musicale elle-même. C'est-à-dire qu'on passe des intervalles à une suite d'accords et qu'on passe d'un monde qui serait presque un monde pré-baroque, qui serait incarné par je sais pas, des philosophes comme Jacob Böhm ou Mersenne, à quelque chose qui est une continuité, à une espèce d'harmonie infinie. Un continuum infini qui est incarné aussi bien par Bach en musique que par... Alors je finis, ce qui est très très important, c'est qu'on arrive à des consonances de base. Et ces consonances de base vont devenir des véritables référents. Et ce qu'il faudrait que tu expliques, parce que je pense que tu avais commencé tout à l'heure, c'est que ces termes de consonance et résonance qui sont aussi importantes pour un musicien, elles ont, je pense, leur pendant en philosophie et surtout chez Leibniz. Et que c'est ces consonances et ces résonances qui vont donner vie à toute une série d'harmoniques qui vont être justement la résonance et la consonance des accords entre eux qui vont donner naissance à un nouveau monde qui va être le monde de l'harmonie, le monde de la musique de sphère, le monde de l'harmonie préétablie en musique. Et je pense que si tu définissais un petit peu ce qu'était la consonance et la résonance en musique, si tu arrivais à expliquer ça, ce serait bien. Enfin, une fois dit que... Voilà. Alors, c'est moi qui ai tout brouillé en mettant. Parce que maintenant, ça se complique, ça devient pour moi encore plus intéressant, parce que vous voyez, tout se passe comme si on pourrait dire trois choses. Pascal disait, elle, dans son exposé, elle nous disait, prenez bien conscience que quelque chose de nouveau surgit au niveau des voix. Et que c'est cette différence qui éclate au niveau des voix, qui n'était pas comprise dans la musique précédente, dans la musique de la Renaissance. C'est cette différence qui va rendre possible l'harmonie par l'accord. Moi, j'intervenais alors assez timidement en disant « ça m'arrangerait mieux », on pouvait toujours essayer, « ça m'arrangerait mieux que pour le moment on tienne compte de
ça comme de deux variables indépendantes. D'une part, pour des raisons à voir, que vient de suggérer d'ailleurs Richard, l'harmonie se définit par l'accord et non plus par la... je ne sais plus quoi, l'intervalle, non plus par l'intervalle. Et d'autre part, la machinerie voix-instrument ne se fait plus du tout de la même façon. L'héritage de la musique écrite, de la musique savante, je ne vais pas dire qu'il n'existait pas d'instrument, ça serait de la folie de dire ça, mais l'écriture pour instrument n'existait pas. C'est ça. Hein? Donc on ne peut pas dire que la voix, ça vient après. C'est ça. Mais c'est ça qu'on peut considérer comme étant l'état d'une machinerie qui n'introduit aucune différence. Oui, ça absolument. Ça. Il y a un échange. Il y a un échange, mais l'échange est quand même, pendant tout le début du baroque, que moi je trouve très important. L'égalité. Oui. C'est ce que tu appelais toi-même l'égalité. Oui. Mais il me semble que c'est très important de sentir ce qui se passe au début du baroque, puisque c'est là une rupture, c'est la rupture d'un monde. Il y a l'écriture, l'écriture du contrepoint de Buxtehude, par exemple, c'est déjà un peu plus tard, c'est en Allemagne, et en Allemagne, le baroque est venu très très tard, et ils ont conservé l'écriture du contrepoint, ils ne l'ont jamais lâché. D'accord. Eux, par contre. Alors, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je veux dire, la troisième position de Richard était, est-ce qu'on ne peut pas encore même commencer par définir l'apport baroque des accords, d'où on appelle à repartir d'une définition des consonances et des dissonances, je suppose. Oui. Là, commencer par le problème des accords, mais la dissonance, et des résonances harmoniques, oui, mais les dissonances ne sont pas harmoniques au départ. Les dissonances, elles sont mélodiques, elles sont expressives. Et c'est le fait que les voix expriment des choses... c'est le fait d'une telle expressivité des voix qui permet le chromatisme. C'est très intéressant. Parce que là, je ne sais pas si tu as raison, mais tu rejustifies et tu maintiens ton primat. Remarquez, c'est une toute petite différence. Tu maintiens ton primat des voix. Que, à ton avis, pour comprendre le problème, il faut partir des voix. Ouais. Alors c'est très possible, mais c'est ça que je voudrais retenir. Les instruments passent leur temps à imiter les voix. Je fais juste une remarque. À cette époque-là. Toutes les indications instrumentales sont col cantare, comme les voix, comme toutes les imitations des... Mais ça, c'est un argument historique. Il est très précieux. Une fois dit que c'est pas du tout une négation par rapport à ce que dit Pascal, c'est plutôt une confirmation, mais le chromatisme, qui est effectivement une des composantes fondamentales qui vont rentrer dans la construction de la musique baroque. Et cette espèce de généralisation d'un chromatisme un peu primaire par rapport à celui qui va se développer ensuite, mais qui est quand même très très important parce que c'est une espèce de retournement de la musique. D'ailleurs, on va parler d'un chromatisme retourné aussi, parce que vient de Monteverdi. Pour ce chromatisme qui naît pleinement avec Monteverdi, qui fait partie pleinement de son style, s'applique à la musique elle-même. Et c'est par après-coup, ou en même temps si on veut, mais je veux dire que c'est par inférence, presque par déférence, que ça va s'appliquer aux voix. Et la seule chose qui me choque un petit peu, enfin ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire que la musique ne préexiste pas avant le baroque, et que tout est sous-déterminé, surdéterminé par les voix. D'accord, on laisse ça. Hein. On laisse ça parce que ça m'intéresse, la différence des deux positions déjà. Mais je sens qu'il n'y a aucun conflit. C'est en effet, toi tu tiens en effet, il faudra savoir pourquoi tu tiens. Ça m'intéresse quand à la limite. Pourquoi tu tiens dans le contrepoint, tout ce qui est dissonant, et encore, il faut comprendre, là je parle un peu pour tout le monde, qu'il y a, à l'époque de la Renaissance, on s'appuie sur la résonance, sur des principes de résonance qui sont les premières résonances du son. Et ce principe, il est réglé. On fait attention à ce que les voix se superposent en respectant la résonance. Bon.
Tu veux pas expliquer un peu ce que c'est que la résonance? Je pense que ça serait important pour tout le monde. Oui, mais ce qui nous intéressera plus, c'est la consonance. Et la consonance, oui, ben, la résonance, c'est la résonance. Non, continue. Pas toi, parce que j'ai besoin de son avis à lui. Donc, tu continues, consonance, résonance, je suppose qu'on va y arriver par... continue en employant les mots. Et donc, dans l'écriture de contrepoint qui régit l'unité de la résonance, on prépare les dissonances. C'est-à-dire qu'il y a c'est tout le jeu de l'écriture du contrepoint. C'est le mouvement. Pourquoi des voix vont pas entrer en collision? Pourquoi elles vont pouvoir toujours laisser de l'air, un espace les unes entre les autres? C'est une ouverture formidable aux dissonances. Ça, tu as complètement raison. Or, là, j'ai pas besoin de faire. C'est une application brute. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'harmonie préétablie chez Leibniz? C'est une ouverture. Et du fameux « le meilleur des mondes possibles », c'est une ouverture formidable aux dissonances. C'est un art de la dissonance. Absolument. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand je dis voix, là, quand je parle du contrepoint et que je dis voix, je ne dis pas forcément la voix chantée. C'est ce qu'on appelle, on dit voix en musique, c'est-à-dire la conduite des voix, qu'elles soient instrumentales ou vocales, on appelle ça une voix. Hein, là, je voudrais noter qu'à chaque fois que je dis voix, ça ne veut pas dire voix chantée. Hein? Bien sûr. Je voulais. Voilà. Je lis là dans le livre classique sur la musique baroque. Alors que l'harmonie par intervalle de la Renaissance n'admettait que les accords parfaits et les accords de sixte, les autres combinaisons étant fondées sur les retards, la polarité entre la basse et le soprano, là ça peut raison, ouvre la porte à de nouvelles possibilités harmoniques qui, pour les esprits conservateurs de cette époque, semblent le début du chaos. C'est-à-dire que c'est les dissonances. C'est le monde des dissonances qui... Alors là, on voit un petit quelque chose avant que tu reviennes. Toi, comment tu prends la question par rapport à mon moi, Tu peux dire tout autrement que ce qu'on a dit. Non, moi je suis fondamentalement d'accord avec Pascal. Bon. Donc j'ai peu de choses à ajouter. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la musique, la polyphonie franco-flamande, c'était aussi avant tout une musique sacrée et qui refusait, à mon sens, l'expressivité. Et c'est ce désir de faire entrer l'expression des sentiments dans la musique, donc qui va passer par la monodie accompagnée et par l'emploi du chromatisme et de certaines formules. Donc je pense qu'il y a également un rapport au texte et à la voix. Là, je peux poser, et la question est peut-être prématurée, parce que je ne suis pas du tout sûr de moi, ça va de soi. Quand vous dites tous les deux, avant, il n'y avait pas, enfin je simplifie, il n'y avait pas expressivité. Moi, j'avais tendance plutôt à penser que la découverte baroque de l'harmonie allait fonder une toute nouvelle expressivité. Et que c'est cette nouvelle expressivité qui allait faire scandale. Parce qu'avant, il y avait bien une expressivité. La musique était parfaitement expressive. Et il me semble que c'est confirmé par tous ceux, enfin appelons-les par facilité, par tous ceux qui sont réactionnaires au moment de l'époque de la musique baroque. Tous ceux qui voudraient revenir en arrière, et dont le thème principal est le baroque, où la découverte des accords, de l'harmonie par accord, flanque en l'air l'expressivité. La vraie expressivité, c'était quoi? C'était, pour eux,
c'était l'inflexion. C'était l'inflexion mélodique. Mais il a présenté comme étant la seule expressivité, c'est bien. Alors, je pense par exemple à un auteur qui musicalement est en effet retardataire par rapport à son temps, à Rousseau. Sa position contre l'harmonie, la position de Rousseau contre l'harmonie baroque, c'est tout le temps. Mais vous tuez l'expressivité. L'expressivité ne dépend pas des accords. Ce qu'on reproche à la musique baroque, c'est beaucoup plus d'avoir prétendu, et ça m'intéresse quant à la Leibniz, c'est d'avoir prétendu faire dépendre l'expressivité des accords. Et on voit bien ce qu'ils veulent dire. Comment voulez-vous que de l'expressif sorte d'un accord de son? C'est pas ça? Non, je voudrais juste dire un mot. Attends, juste un petit mot. C'est qu'il faudrait se mettre, pour les gens qui ne connaissent pas, dans la position des gens qui écoutaient au début du siècle le Pierrot lunaire de Schoenberg. L'inflexion du récitatif, c'est exactement ce qui se passe dans les madrigals, enfin, dans les pièces de Monteverdi en général. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de torsion radicale qui est infligée d'une part au texte, d'autre part à la ligne mélodique majeure et aux lignes continues. Et cette inflexion, on l'a dans un autre registre, on a exactement la même chose avec l'apparition des pièces majeures de Schoenberg. Mais la chose principale que je voulais dire, c'est que peut-être par-delà tout ce qu'on a pu dire sur l'expressivité, sur le changement harmonique lui-même, quoique le problème des âmes harmoniques devient prépondérant, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une dominante fixe à la place d'une dominante flottante est un point très très important, c'est qu'on rentre dans un monde avec la musique baroque de la simultanéité, et qu'on passe effectivement à un monde du vertical. C'est-à-dire qu'on change complètement d'axe, et que la révolution, elle s'incarne là. Et là, on rejoint en résonance mais alors totale l'apport de Leibniz. Parce qu'il me semble que la philosophie de Leibniz, c'est l'ouverture, enfin c'est l'entrée dans un monde de la simultanéité. Voilà, maintenant... La dominante fixe et la polarisation existait, mais la dominante fixe, ça suppose une unité de l'échelle, et ça, c'est postérieur. Ça n'existe pas, l'échelle n'est pas encore unifiée au moment de Monteverdi. C'est très lent, il faut un siècle. Ça prend pratiquement un siècle pour se unifier. Bon, il y a des différences selon les pays. Par exemple, la fixation de l'échelle se fait beaucoup plus rapidement en Allemagne. C'est-à-dire qu'on Bach écrit dans une échelle totalement unifiée, y compris en mineur, avec cette ensemble de mineurs qui peut éventuellement superposer. Mais alors qu'à la même époque en France, le mode mineur n'est pas encore, il est encore fluctuant. Il n'est pas encore totalement unifié. Mais moi j'aurais même tendance à dire que pour des personnes comme Monteverdi, ils ne recherchaient pas cette unification parce que ça leur permettait justement de jouer sur l'ambiguïté, de jouer sur les deux tableaux. Sûrement. Bon, et c'est ce qu'on peut très bien entendre. Bon, il y a une œuvre qui pour moi est relativement importante, c'est l'Orfeo de Monteverdi. Parce qu'on a toutes ces. Bon, on a cette différence radicale entre les scènes pastorales, donc, qui ne sont pas tonales, mais où on a déjà un rapport cadenciel qui s'instaure, donc un rapport dominante-tonique, qui s'oppose à toutes les parties, entre autres tous les récitatifs de la messagère ou d'Orfeo, qui sont eux beaucoup plus. C'est des musiques beaucoup plus modales et qui s'opposent. Et ça leur permet de jouer sur l'ambiguïté, d'avoir d'un côté quelque chose qui à mon avis vient de la musique de danse, qui est carrée, qui est la musique pastorale, et d'avoir à côté cette espèce d'errance qui leur permet donc d'exprimer et d'opposer les deux sentiments. Ça, je te suis complètement, mais à mon avis, nous n'avons aucun problème à cet égard. Oui. Si tu veux dire, de telles mutations se font sur de larges périodes de temps, c'est vrai non seulement pour la musique, mais pour la philosophie. Je dirais par exemple, on ne peut pas dire avec la Leibniz, il y a ceci qui se passe. Il joue encore, il y a tels éléments de cartésianisme qui subsistent, il y a tels éléments de renaissance qui subsistent, il joue avec tout ça. Ce que tu dis d'un musicien est vrai également d'un philosophe, est vrai également d'un peintre, est vrai... ça n'empêche pas, à mon avis, ça n'empêche pas ce qu'on pourrait appeler les rigueurs du concept. Le concept ne disant pas, à partir de tel moment, il y a ceci, mais le concept précisément faisant valoir
les germes de nouveauté qui travaillent encore dans l'ancien, comment ils vont se précipiter, se décaler, etc. Donc là, on est, bien sûr, il faut rajouter tous ces indices de temps que tu dis. C'est important ces temps parce que ce qui démarre avec la bipolarité de la basse et de la mélodie, c'est de nouveaux rapports, c'est-à-dire qu'il y a des forces, des nouvelles forces qui entrent en jeu. Et que ces forces, elles sont peu à peu les accords, alors qu'ils étaient plaqués pour soutenir le jeu instrumental ou le jeu vocal, il devient peu à peu fonctionnel. Il entre dans ce nouveau rapport qui est celui de forme alternée, de forme opposée, de dialogue, de réponse de groupe à groupe, d'étages qui communiquent les uns entre les autres. Ouais. Et que c'est ainsi que les accords peu à peu ont des rapports de tension entre eux, des rapports de force. Donc il y a un rapport essentiel qui naît, qui est le rapport de quinte, et qui va être déterminant pour la construction du système de consonance. La quinte est un... Quand on fait résonner un son, on a donc la série des harmoniques, qui est... comment dire, l'harmonique le plus fort, c'est l'harmonique qui revient le plus souvent et qui est le facteur le plus déterminant pour l'identité d'un son. Si alors, pardon, est-ce que tu peux te prendre très rapidement, juste pour donner une idée générale à tout le monde, toute cette liste accords. Il y a un accord dans le son. Dominante. Oui. Non, tonique. Quel serait l'ordre le centre tonal. Il faut comprendre que le son est un accord en lui-même. Le son est un accord. On construit les gammes en couchant l'accord qui est la résonance, qui est dans la résonance du son. Voilà, bon. En le portant, c'est-à-dire quelque chose qui est simultané, est couché et reporté à l'horizontale et donne des points qui constituent la gamme tonale, la gamme d'une tonique. Et c'est un rapport de parenté qui est créé dans une tension. Et cette tension, elle se constitue par l'harmonique qui est la quinte, qui est le troisième harmonique. Donc j'ai un centre tonique déjà. Voilà, il y a un centre tonique, c'est un point X. Un point, on prend un son et on dit ce son, ça va être... Et j'ai des harmoniques. Et voilà. J'ai un centre tonique et des harmoniques. Hein? Bon, mais tout son qu'on a... Qu'est-ce qui me donne là-dessus? Dominante. La dominante, c'est le fait que lorsqu'on entend un son, on ne suppose pas qu'il vient du néant. On suppose qu'il vient d'un état résonant, que donc il procède d'un autre son. Ouais. On ne donne pas un do, un ré, un mi comme ça a priori. Il est généré par quelque chose d'autre. Sous-dominante. Attends, non, c'est pas ça. Il est généré par le fait que dans un son, le premier harmonique, c'est l'harmonique qui redouble ce son. C'est-à-dire, on a un do, l'harmonique 1, ça va être do, le do d'au-dessus, l'octave, qui est dans un rapport d'identité, il n'y a pas d'altérité. C'est-à-dire que ce do va avoir encore les mêmes harmoniques, ça ne va rien ouvrir. Il n'y a pas de génération. La première génération, c'est le second harmonique important, c'est-à-dire celui qui reviendra le plus souvent, mais en deuxième importance, disons, et ça va être la quinte. Bam, bam, voilà une quinte. Et ça, c'est la dominante de tout son. Et la dominante, la quinte ou dominante, c'est, comment dire, l'expression de la première altérité d'un son. C'est-à-dire, c'est ce qui va générer un cycle qui va ouvrir les sons les uns aux autres. Ça va? Et c'est très important parce que c'est là qu'il y a une tension qui fait que les sons ne sont pas des mesures juxtaposées, mais ont un rapport dynamique les uns entre les autres, un rapport où la résonance est conçue comme quelque chose d'extrêmement précis. On ne peut pas se promener n'importe comment. Et
la façon dont les premiers accords du baroque agissaient n'était pas encore tendue, n'était pas encore dynamique. Et je crois qu'il y a un lien, moi j'explique ça comme ça, je crois que certaines personnes le ressentent aussi dans la musique. Il y a un lien entre le fait qu'il y a une tension dramatique, il y a une ouverture des tensions dans la musique, dans le pathétique, dans l'expression propre au baroque, qui fait qu'on a besoin de trouver dans les sons des appuis qui vont construire des progressions de tension, des progressions qui vont devenir de plus en plus hiérarchiques, qui vont devenir fonctionnelles les unes par rapport aux autres. Je vais trop vite. Pardon de reprendre alors tout de suite ma question. Ces découvertes appartiennent Au baroque, le cycle des l'analyse quintes. de l'accord, de l'harmonie par accord. Oui, mais tout ça, ça va lentement, parce que par exemple, Rameau a une D'accord, ça va très lentement sous les conditions que... Et c'est très lié aux besoins de la musique, c'est très lié au besoin D'accord. d'exprimer des choses. Mais est-ce que ce n'est pas une voie, précisément, où tu pouvais faire ton explication indépendamment du problème des voix? Et je sais pas, non, pas vraiment. Monteverdi, vraiment. non, tous les auteurs qui ont été déterminants, qui ont été vraiment des normes, Oui, c'est ça qui m'a ont commencé par travailler avec les voix. C'était le madrigal. Le madrigal est vraiment la forme qui évolue le plus vite et qui apporte le plus. Il n'y a pas un madrigaliste qui ne fait pas un madrigal qui apporte une nouveauté entre les années. Mais je ne peux pas dire cette condition cette conduite des voix était une condition pour cette nouvelle organisation de l'harmonie par accord. Attends, cette conduite des voix était une condition? Était une simple condition pour la découverte de cette harmonie par accord et des déterminations de cette harmonie par accord. Bach utilise il relance ses voix en parcourant par quinte tous les degrés diatoniques. Oui. Il y a cette notion de cycle et cette notion de graduation, de passer d'étagement de grade. Oui, moi je voudrais juste, je fais un point très très rapide là, c'est qu'on se rende compte, ceux qui pensent à la MX ici déjà se rendent compte du petit qu'on a gagné. Que lorsque la MX parle de l'accord des âmes entre elles, on peut se dire, bon, ben, c'est une manière de parler, comme ça, il y a l'équivalent chez Malebranche, chez Descartes, il y a l'équivalent chez plein de philosophes. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il introduit déjà une notion d'accord qui n'est pas loin de ce qui se passe à ce moment-là, ou ce qui s'est passé dans la musique, et que les rapports entre monades tels qu'on les a vus, vous savez, il y a une principale, des dominantes, des sous-dominantes, peu importe, mais tout ça est très lié à quelque chose d'absolument nouveau, au point que c'est pas comme on le dit, une variante concernant les théories de l'union de l'âme et du corps, la MX. C'est pas une variante, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui est lié à une nouvelle conception de l'harmonie. Bien qu'il ne puisse pas l'invoquer, pour la raison qu'a dit Vincent, c'est que c'est une conception de l'harmonie qui s'élabore. Et sans doute dans plusieurs domaines, elle s'élabore. Je veux dire, elle doit s'élaborer à la fois en astronomie, en physique, en mathématiques, en musique, en philosophie, et qu'elle s'élabore sur des dizaines d'années. Et enfin, c'est confus, mais on avance un petit peu. Tu as quelque chose à ajouter là, Vincent? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Oui, tu voulais.
Non, j'ai juste dressé une table des harmoniques pour que les gens voient que quand un son est donné fondamentalement, il y a des résonances qui arrivent par niveau. C'est exactement ce qu'a expliqué Pascal. Ah oui. Que vu de manière projetée, on arrive à comprendre qu'arrive la quinte, la tierce, la septième, la neuvième. Il faut dire que la table des harmoniques commence par l'octave. L'harmonique, c'est une partielle du son fondamental qui vient. Les termes sont très importants parce que la notion d'harmonie qui pour nous est fondamentale chez Leibniz est fondamentale aussi en musique et notamment à cette période parce qu'il y a véritablement, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal, une zone de fusion qui arrive entre le vertical et l'horizontal. Et c'est cette zone de fusion dans laquelle va naître le baroque. Alors le rapport de consonance des accords, c'est comme s'il y avait une espèce de projection de virtualité. Les résonances de l'accord, la table des harmoniques, ce sont à la lettre littéralement des virtualités. On est dans un monde où règne une temporalité, enfin temporalité c'est peut-être pas un bon mot, mais où règne une simultanéité. La simultanéité est représentée d'abord par le son et ensuite par les accords, puis par les successions d'accords, mais non pas dans leur succession, mais dans leur interpénétration, donc sur un axe littéralement vertical. Et il va y avoir, en dessous des sons fondamentaux, enfin, en dessous des consonances fondamentales, il va y avoir une profusion, une prolifération de consonances virtuelles qui sont actualisées selon les modes d'écoute et selon les modes d'effectuation du compositeur. Et ce sont ces virtualités qu'on retrouve dans le domaine de la philosophie et notamment, je dirais, des virtualités inconscientes ou presque inconscientes, qui vont être actualisées par le compositeur et qui vont former le nouveau système des consonances. Mais ça ne vient pas du tout en opposition avec ce que dit Pascal. C'est la même chose. Non, on retombe, parfait. Pascal et Vincent, ils en étaient là, il me semble, à la question des consonances. Voilà. Cette ligne de basse, au lieu d'être attentive à l'expressivité des voix mélodiques, instrumentales ou vocales, devient constructive d'un univers harmonique, c'est-à-dire que le rapport s'inverse, c'est-à-dire au milieu fin baroque. Répète. Le rapport. Ce qui s'inverse, oui. Ce qui s'inverse, c'est que la basse devient harmonique à un point tel, c'est-à-dire ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ce que contiennent les accords, devient ce qui va organiser un nouveau contrepoint. C'est-à-dire que le contrepoint se réinstalle, revient, mais il est organisé dans un plan qui est de plus en plus architectural par cette tension qui s'est créée, qui a créé vraiment une architecture, une architectonique, des points de rapport, de tension à l'intérieur des vibrations des sons. Je m'explique. Ça va ? Je dirais ça aussi. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle la basse, ensuite on appelle la basse modulante ou la basse ostinato, est une basse qui va donner tous les points par lesquels une composition musicale va évoluer, et qui va même peut donner la forme générale d'une composition, même très grande, comme les cantates de Bach, les passions. C'est pas seulement la ligne de basse, va pas être seulement le local. Elle va pas avoir une action locale, alors qu'au début du baroque, elle a une action très très locale. Elle avance par points, par touches, elle soutient à certains endroits, et le reste du temps, elle attend. Alors que là, 50 ans plus tard, elle attend plus du tout. Ouais. Voilà. C'est ça. Ah bah, oui. Va avoir son rythme propre, qui sera relativement indépendant du rythme des voix, donc pas des consonances lignes, et qu'une harmonie peut avoir son propre rythme, qui est également indépendant du rythme de sa basse, parce que par le jeu des renversements, on peut rester sur un même accord alors que la basse a un certain rythme. On va voir le rythme de l'harmonie qui va s'établir. Et le rythme, ce rythme d'harmonie qui s'est accéléré, qui s'est densifié, je crois, on explique que c'est dans les circonstances où l'action dramatique devait être de plus en plus soutenue. Ça c'est c'est ce que les musiciens s'expliquent, que la basse a dû construire des chemins, a dû construire des fonctions de plus en plus précises, de plus en plus complexes. C'est ça qu'il y a quand même un rapport aux voix qui, dans tout le début du baroque, je ne sais pas on peut pas l'oblitérer.
Ensuite, ça devient instrumental, parce que tout se rapporte dans les formes du style concertant instrumental, qui est l'héritier vraiment des façons des madrigaux et des... C'est difficile de ne pas penser aux voix au début du baroque. Tu reviens. Oui, non, parce que c'est... Ouais. Et puis après on oublie. On pourrait peut-être dire, et je pense que la formule qu'on viendrait à bien, que les voix, tout en étant très importantes, sont comme pliées. Mais c'est le terme qu'on emploie en musique. Hein. Oui, les voix elles sont pliées sur l'axe vertical. C'est pas une métaphore. Hein. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les voix sont importantes, mais elles subissent un mouvement de torsion sur l'axe vertical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante dans le passage au baroque, c'est juste une remarque comme ça, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la cadence harmonique qui arrive. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est littéralement ce qu'on appelle avec des termes modernes, mais quelque part ça correspond bien aussi à la philosophie de Leibniz, une mise en variation continue du tempo. Et ça fait partie, à proprement parler, du matériau musical lui-même. Le terme de matériau est un terme récent, est un terme relativement moderne, mais ça veut dire que ça fait partie du travail de la matière sonore. C'est Leibnizien, il y a une continuité. Voilà. Oui, il y a une continuité. Donc on a une réorganisation du matériau qui passe aussi par les cadences harmoniques. Et ça, la basse continue, l'équivalent chez Leibniz, j'ai pas besoin. C'est des points qu'on n'a pas développés, mais elle a un rôle fondamental, puisque elle est même une loi. C'est une loi, et c'est une loi de l'harmonie, de la continuité. Oui. Oui, c'est très bien. Ouais. Moi, je suis déjà satisfait, alors. Qu'est-ce que... je sais pas, peut-être que Pascal peut nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du matériau, dans ce changement du matériau sonore lui-même. Quand par exemple l'apparition des orchestrations, d'un certain type d'orchestration, on s'aperçoit que, bon, moi je donne juste une indication, c'est que il va y avoir un phénomène très moderne comme la stéréophonie, c'est-à-dire la répartition bipolaire des instruments. Autrement dit, je prends un exemple, au lieu qu'il y ait un orgue au milieu ou un orgue à droite, il va y avoir un orgue à gauche et un orgue à droite, et donc une écriture faite pour ça. Pareil pour d'autres instruments. Alors donc tout un tas de choses qui touchent aux matériaux, qui sont, alors Pascal a raison d'insister, c'est que la transformation de la musique classique de l'époque en musique baroque, elle se fait sur un siècle ou un siècle et demi, et que, bon, mais ça c'est pareil en philosophie, c'est pareil. Je veux dire, tout ce type de mutation se fait sur un assez longtemps. Donc l'écriture prend beaucoup de périodes successives. Et je pense que tu pourrais peut-être dire quelque chose de l'organisation de ce matériau, une fois dit que je pense qu'elle est fondamentale, et qu'elle est fondamentale dans le développement de cette continuité, de cette simultanéité, quoi, qui prend naissance. C'est Enfin, dès le début de la musique concertante, de la musique instrumentale de Venise, c'est surtout à Venise, il y a d'abord l'école vénitienne, puis l'école bolognaise, puis l'école française, puis l'école allemande. Mais tout ça, c'est des générations qui se suivent. Et ce qui s'amorce, c'est effectivement des groupes d'instruments qui représentent c'est des timbres, c'est vraiment des groupes de timbres. Et ce qui est important, c'est du fait qu'ils sont différenciés, il y a des groupes de cordes opposés à des groupes d'instruments à vent, avec des continuos, chacun a sa basse continue. Et c'est une organisation formelle qui est vraiment le début de tout le... Enfin, c'est le principe de la variation. La variation dans l'orchestration. C'est là que naît la musique instrumentale qui va donner l'orchestre. C'est la naissance de l'orchestre. C'était pas tout à fait ça, hein? Ah si, moi ça me... tout à fait. C'est-à-dire, moi j'essaye de te répondre sur un plan plus strict, enfin assez strictement musical, parce que je pense que c'est à toi de faire la relation avec Leibniz. Ah mais moi je ne veux plus rien faire. Je ne veux plus rien faire. Moi je voudrais rêver, qu'on rêve ensemble à presque ceci. On aurait à travailler ensemble une autre année. Eh bien, qu'est-ce qu'on se serait dit là en ce moment?
on se serait dit, eh ben, c'est ça, ceux qui pourront. C'est ça qu'on va faire, parce que bizarrement, il me semble que c'est pas fait vraiment. Il ne s'agit pas d'appliquer les notions de musique complexe à la Leibniz. Il s'agirait vraiment de chercher dans la Leibniz en quoi cette idée, d'une part d'un accord des âmes, d'autre part, alors, d'une espèce de changement de direction où l'accord des âmes devient accord des âmes avec les corps, n'a pu se faire qu'en même temps, système nommé par Leibniz de l'harmonie préétablie, n'a pu se faire qu'en même temps que la musique opérait, à mon avis, c'est pour ça que je tenais et que j'essaie de réintroduire toujours mon indépendance des deux facteurs, à deux moments corrélatifs qui ont constitué la musique baroque et qui est la découverte de l'harmonie par accord avec tout ce qu'on vous a montré comme signification, c'est-à-dire les composantes internes, finalement, les composantes internes du corps résonnant, et d'autre part, s'enclin l'autre aspect strictement complémentaire, une nouvelle machination des voix et des instruments, ou si vous préférez philosophiquement alors, une nouvelle machination des voix et des âmes et des corps. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire, c'est dans la mesure où chacun suit ses propres lois qu'il entre en accord avec l'autre. Si vous voulez, c'est l'idée d'une autonomie des deux séries qui va fonder la correspondance ou ce que Leibniz appelle le consentement. Et ce serait à partir de toute cette presque faire rendre à Leibniz ce sonore absolument. Il y a un dernier point enfin, Ouais. qui me paraît très très important. C'est en rapport avec deux notions musicales récentes, mais qui ont une totale résonance, et je dirais même consonance avec la philosophie de Leibniz. Ce sont d'une part le synthétiseur, qui est une expression de monade, de la monade. Je dirais qu'à la lettre, c'est la monade synthétiseur, c'est l'actualisation existante du monde, de toutes ses virtualités. Et d'autre part, un autre terme qui est un appareil, c'est-à-dire une machine technique, qui s'appelle un harmoniseur. Et c'est un appareil très très important. Pourquoi? C'est un appareil qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, et que Boulez utilise pour cette dernière création depuis 4 ou 5 ans. J'aimerais bien faire un petit schéma pour expliquer comment ça fonctionne, parce que ça met à jour les virtualités du monde musical qui sont déjà présentes complètement dans la musique baroque, et qui montrent comment les mondes différents, qui sont incarnés par ces virtualités que sont les consonances, par ces véritables pluralités, par ces millions d'âmes harmoniques que sont les résonances, les harmoniques elles-mêmes, il va y avoir une espèce de prise en charge, d'actualisation de certaines hauteurs, de certaines partielles harmoniques, et que ça va créer un monde technique très bon, j'ai pas le terme exact, mais je dirais très modulé, quoi. Et est-ce que je peux faire un petit dessin pour montrer comment ça marche? Mais certainement. Voilà, on s'explique. Ça s'appelle vraiment un harmoniseur. Oui, un harmoniseur. Un dessin simplifié, Alors, parce qu'il est complexe. C'est à partir du moment où on a émis une note. Alors, quelle qu'elle soit, ou un accord. Voilà, on va faire un accord. Attends, on va mettre une note, on est d'accord. Il va y avoir d'abord un jeu temporel sur cet accord. C'est-à-dire que cet accord va être décalé, mais d'une fraction de seconde, à la limite non saisissable par l'oreille. C'est-à-dire c'est en centième de seconde ou en millième de seconde. Et un harmoniseur, généralement, ça travaille avec 2 voix ou plus que 2 voix. C'est donc pas quelque chose qui est duel. C'est-à-dire il va donner naissance à partir d'un accord donc unique, qui est déjà lui-même constitué d'une pluralité de notes et donc d'une pluralité de consonances, à une pluralité de voix. Et cette machine, qui donc vient se situer ici, va traiter cet accord de manière à ce qu'il fasse résonner
des accords préétablis par le compositeur et qui peuvent varier de l'un à l'autre. Et j'en prends deux comme exemple, mais on peut en imaginer donc beaucoup. Alors techniquement, ça se passe par un retard sur le temps qui n'est pas perceptible par l'oreille, puisque c'est un retard de l'ordre du centième de seconde ou du millième de seconde. En millisecondes, là, ça se calcule, ça s'appelle un délai. Et à partir de cet accord, je vais pouvoir avoir ici par exemple la quinte, ou la cinquième de l'accord, ici la tierce. C'est pareil pour une note, hein, que ce soit un accord ou pour une note. Donc avoir des consonances de consonances. Et ce monde, qui est un monde de virtualité possible, évidemment, enfin, on raille possible, qui est un monde de virtualité actualisable, est actualisable selon le désir, enfin selon les lois de composition qu'aura impliqué le compositeur. Et donc ce sont, en soi, ce sont des fantômes de son, mais qui vont pouvoir être actualisés à tel ou tel moment, de manière à venir résonner, soit entre eux ici, donc sur un plan qui était virtuel, mais qui passe à l'actualité par la mise en marche de la machine et par le désir de composition du compositeur, ou qui va venir résonner l'un avec la consonance de base ou avec l'accord de base, ou les trois en même temps, ou on peut imaginer une dizaine de sons, ou voire une centaine de sons déjà complexes eux-mêmes, résonnant simultanément dans une espèce de monde, d'un monde continu, quoi, du monde de la composition et de l'harmonie préétablie. Et c'est comme si on avait une réponse aujourd'hui technique aux grandes lois qu'avait, enfin aux grandes lois, entre guillemets. Au jeu. Voilà. Oui, parce que je vous disais un jour, vous comprenez, dire que Dieu a fait le monde en jouant, c'est une idée très intéressante qui parcourt toute la philosophie et qui commence très tôt. Mais l'important, c'est savoir quel est le mode de jeu. L'idée peut signifier, c'est même pas une idée tant qu'on n'a pas dit de quel jeu il s'agissait. Or, on a vu trop brièvement, parce que là aussi, dans une reprise d'une autre étude, il faudrait étudier de très très près ce que Leibniz présente comme le jeu de Dieu quand il crée le monde. Et on a vu, le peu qu'on a vu, c'était extrêmement complexe, que c'était un type de jeu qui n'était pas du tout le même que le jeu d'Héraclite ou que le jeu de Mallarmé, que c'était un type de jeu très très spécial. Là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de l'harmoniseur, c'est un type de jeu, je ne veux pas dire du tout que ce soit celui de Leibniz, mais qui est pas très, qui est de la même famille, qui est tout à fait de la même famille. Écoutez, moi, je souhaite que ça se termine comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est deux choses. La semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit, mais j'y tiens parce que sinon il y en a plein d'entre vous, alors écoutez-moi bien, qui seront dans l'ennui. Mardi prochain, je reviens, mais uniquement pour voir les premiers cycles, deuxième cycle ou troisième cycle, en fonction de leurs travaux personnels et qui ont des problèmes et des choses à me faire signer. Donc je serai à leur disposition mardi, ça n'oubliez pas. Et on règle mardi tous vos problèmes. Premier, deuxième ou troisième cycle. Alors faites-le, venez. Et sinon, j'ai dit que vous pouviez me téléphoner si vous ne pouviez pas venir, si vous aviez un problème d'urgence. C'est très important que votre situation administrative soit au point. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain vers 10h, à cet égard. Sinon, l'autre chose, elle est très simple. Moi, je trouve que l'année que nous avons faite a été encore une année riche, et je dis, sans aucunement flatterie de votre part, que ça a été en très grande partie grâce à vous. Et enfin, je remercie très très vivement ceux qui sont intervenus dans cette histoire de musique, dont j'aime bien qu'elle nous laisse au besoin des impressions confuses, mais je crois que, en tout cas pour moi, elle me donne des points de départ de travail que je n'aurais pas eu sans cette séance. Voilà, merci beaucoup.